Je déchiffre le tout pour vous. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale. Nous allons vous présenter dans quelques instants le point de presse quotidien de Québec. Le premier ministre François Legault est de retour après une journée de congé. Il sera en compagnie du docteur national de la santé publique, Horacio Arruda. Peut-être vous donner les chiffres au pays jusqu'à présent. Donc, au pays, au Canada, on compte maintenant 5 886 cas et 63 morts. La majorité des patients se trouvent au Québec et en Ontario. On écoute le point de presse du premier ministre. Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre François Legault, accompagné du directeur de la santé publique, Horacio Arruda. À vous. Bonjour tout le monde. C'est au tour de Daniel Mécan de prendre une journée de congé aujourd'hui. J'en ai pris une hier. Je vais en profiter avant de commencer pour dire merci à Geneviève Guilbeault. Je trouve ça encourageant de voir qu'il y a de la relève forte, femme qui a beaucoup d'aplomb. Donc, merci Geneviève. J'en ai profité hier pour aller prendre une marche. J'ai même rencontré une des journalistes. Mais j'ai rencontré, je dirais, une bonne centaine de Québécois et ça m'a beaucoup donné d'énergie pour les prochains jours. J'ai pas vu des gens qui étaient abattus, j'ai vu des gens qui étaient souriants, confiants et qui m'ont encouragé. Puis je les remercie aujourd'hui. Et ça va être un peu notre défi dans les prochaines semaines. De rester confiant, d'avoir de l'espoir, de garder une attitude positive. Plus les semaines vont s'accumuler avec la situation qui est quand même difficile, de rester chacun chez soi. C'est important qu'on se concentre à garder un bon moral, qu'on reste unis. Très important, même si le fait qu'on prenne nos distances puis que parfois on soit seul chez soi, c'est un peu paradoxal, mais il faut être plus unis que jamais. Puis je sais que le peuple québécois est capable d'être uni puis de passer à travers cette épreuve. Je veux aussi dire bravo aux Québécois. La grande majorité des gens que j'ai rencontrés gardent leurs 2 mètres. Bon, évidemment, quand il y a un couple qui couche dans le même lit, ça ne vaut pas la peine d'avoir 2 mètres pour la marche, là, mais les autres, j'ai vu que c'était respecté. Je veux aussi dire merci aux 3 chefs de l'opposition. Manon, Pierre, Pascal, je leur parle 2 fois par semaine. Ils m'apportent beaucoup de bonnes suggestions. Donc, c'est vraiment agréable de travailler avec les 3 chefs de l'opposition. Puis on est ensemble, puis je les remercie pour leur collaboration. Bon, maintenant, le bilan de la dernière journée. D'abord, bonne nouvelle, on reste à 22 décès. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on regarde les cas confirmés de personnes infectées, on passe à 2840. Donc, c'est une augmentation de 342. 192 personnes hospitalisées, une augmentation de 28. 72 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 15. On est rendu à 58 000 tests. On est un des endroits au monde, là, avec la Colombie-Britannique puis l'Alberta. Je dis bien au monde, j'inclus les États-Unis, l'Europe, où on teste le plus. Donc, j'en profite, puis j'en ai rencontré une, d'ailleurs, une technicienne de laboratoire hier. Merci, les infirmières, les techniciennes de laboratoire. On est parmi ceux qui, toute proportion gardée, font le plus de tests au monde. Donc, c'est très bon. Ce qui est bon aussi, bonne nouvelle, le nombre d'hospitalisations reste limité. Quand on vous dit qu'il y a 192 personnes hospitalisées, puis qu'il y a 6 000 lits qui sont prêts à en accueillir, vous voyez là qu'on a une marge et on est prêt au pire. Et ce que ça veut dire, en tout cas selon le docteur Arruda, c'est que nos mesures fonctionnent. Donc ça, c'est encourageant. Je veux revenir sur les mesures qu'on a annoncées hier
concernant les frontières pour les régions du nord puis de l'est du Québec. D'abord, si vous regardez une carte du Québec, vous allez tout de suite comprendre ce qu'on essaye de faire, c'est que tout le nord et l'est, donc l'Abitibi, le nord du Québec, Nunavik, les terres Cris de la baie James, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, puis à l'est, bien, le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie, sont toutes des régions où, toute proportion gardée, on a moins de personnes infectées que dans le sud du Québec. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça reste comme ça. Donc, je vous promets, on va aller vous voir dans le nord quand tout ça va être fini, mais pour l'instant, c'est une bonne chose qu'il y en ait moins dans le nord, dans l'est du Québec. Et donc, on demande aux gens du sud du Québec de ne pas aller dans le nord du Québec. On s'est assuré aussi de certaines précautions avec le Nouveau-Brunswick pour que ça soit la même chose. Bon, les deux régions où toute proportion gardée, donc quand on regarde par 100 000 habitants, où il y en a le plus de personnes infectées, ça reste Montréal et l'Estrie. On a demandé aujourd'hui aux autorités à Montréal et en Estrie d'indiquer plus d'informations sur les quartiers qui sont touchés. Donc, à Montréal, il y a des quartiers. En Estrie, il y a des villes qui sont plus touchées que d'autres. Donc, pour éviter justement que les gens se promènent dans ces quartiers-là, je pense que c'est important d'informer. Puis donc, aujourd'hui, je comprends que les responsables de ces régions-là vont faire connaître là, les quartiers qui sont plus touchés. L'autre chose que je répète, évidemment, là, bon, en particulier, ne pas aller dans le nord, dans l'est du Québec, ne pas aller en Estrie et à Montréal, mais je dirais de façon générale, on ne se promène pas d'une région à l'autre. On a hier annoncé qu'on interdit maintenant la location de chalets. Donc, ceux qui ont un chalet, bien, si vous êtes à votre chalet, vous restez à votre chalet. Donc, on ne veut pas de gens qui se promènent entre les régions, en particulier là, la fin de semaine. Les personnes qui restent les plus vulnérables, ce sont nos aînés. Donc, on annonce aujourd'hui, Marguerite Blais, notre chère ministre des Aînés, va faire des entrevues d'ici demain où elle va s'enregistrer, parce que je pense que elle va faire une vidéo parce qu'elle est confinée, elle s'est confinée elle-même. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter beaucoup de ressources dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, il y a 3 groupes de personnes qui rentrent et qui sortent des résidences. Il y a le personnel, il y a ceux qui viennent livrer la nourriture, puis il y a, bien sûr, les résidents eux-mêmes. Donc, ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait plus de contrôle. Donc, qu'il y ait des gardiens, qu'il y ait des vérifications qui soient faites, des symptômes à l'entrée. Donc, je vous le dis depuis le début, là, les endroits où c'est le plus vulnérable, ce sont nos résidences de personnes âgées. Oui, il y en a un certain nombre déjà qui ont des personnes infectées. On prend les mesures. Avec le personnel additionnel qu'on ajoute, on va pouvoir s'assurer encore plus que ces mesures-là soient prises, mais bien sûr aussi s'assurer que toutes les personnes qui entrent soient contrôlées pour ne pas apporter le virus. Mes remerciements du jour, les livreurs de nourriture. On a actuellement des personnes aînées à qui on demande de rester à la maison, des personnes qui sont en quarantaine, des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui n'ont pas l'argent pour acheter la nourriture, donc qui ont besoin de l'aide des banques alimentaires. Donc, il y a beaucoup, je pense entre autres, beaucoup de jeunes. Là. Ça m'impressionne et j'aime ça de voir ça. Donc, tous les livreurs de nourriture, merci beaucoup pour ce que vous faites. Là, vous avez vraiment entre vos mains un service qui est essentiel. Puis je termine en vous répétant le plan. 3 choses. On ne sort pas si ce n'est pas nécessaire. Si on sort, on reste à 2 mètres des autres personnes, quitte à ce que ça vous prenne un petit peu plus de temps pour faire votre épicerie. Vous essayez d'y aller tout seul, c'est mieux que d'y aller à 2. Et quand vous revenez de faire votre épicerie ou de votre marche, vous vous lavez les mains avec du savon pendant 20 secondes
comme le bon docteur Arruda vous l'a montré. Donc, c'est comme ça qu'on va gagner la bataille de notre vie. Je compte sur vous. Merci. Premier, do you have en anglais? Yeah, few words in English. Quelques mots en anglais. Comme plusieurs d'entre vous, je me suis promené hier et j'ai pris une marche et j'ai reçu des applaudissements, mais c'est à mon tour d'applaudir les Québécois. Gardez votre distance physique et nous sommes plus près que jamais de notre objectif. On peut voir que l'augmentation hebdomadaire de cas confirmés semble se stabiliser. Les instances de santé publique nous disent que nos efforts sont fructueux. Ne lâchez pas, il faut continuer à protéger les gens les plus vulnérables. Et c'est pour ça qu'on annonce une aide d'urgence pour les gens en foyer d'accueil, les plus aînés. Ça va nous aider à davantage les protéger le personnel. Comme j'ai dit depuis les derniers jours, tout le monde doit suivre le plan de match. C'est comme ça qu'on va gagner cette bataille. Je compte sur vous. Merci. Période de questions. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour, messieurs. Jusqu'à maintenant, vous avez mis en place des mesures jour après jour, de manière très graduelle. Ça a commencé par les écoles, les entreprises. J'imagine qu'on doit s'imaginer aussi que ce sera pareil pour la sortie du confinement, c'est-à-dire graduel, progressif. Est-ce que donc on doit s'attendre à ce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui pourront réouvrir à partir de la mi-avril? Bien, effectivement, on aura un plan de réouverture qui sera graduel, mais quand on verra la lumière au bout du tunnel, tant qu'à moi, le plus vite sera le mieux. Donc, moi, je veux... Puis on prend les précautions. Actuellement, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, là, sa job, c'est de s'assurer que dès qu'on va être passé au travers, les entreprises soient prêtes à réouvrir. Donc, oui, et on va peut-être choisir certains secteurs, certaines régions, certaines industries, mais moi, ce que je veux, c'est qu'une fois que ça va être réglé, on rouvre le plus vite possible. Quelles données, justement, pour justement que les gens commencent à voir un peu le bout du tunnel, là, quelles données, je m'adresse peut-être plus à M. Arruda, va vous faire dire, OK, là, ça y est, on est prêt à entamer notre sortie du confinement, notre sortie de cette situation-là, notre retour à la vie normale? C'est avant tout le portrait épidémiologique auquel on va être confronté dans les différentes régions du Québec. Hein? Et je vous dirais aussi, c'est qu'il est possible fortement que la façon de faire avant le COVID-19 et après va être différente. C'est-à-dire qu'on va probablement permettre à certaines entreprises, plus essentielles que d'autres, qui ont repensé leur façon de faire, hein, de travailler comme tel, soit avec le télétravail, soit avec une distanciation, de reprendre pour permettre à la société de fonctionner. Donc, il y aura à la fois une analyse, je vous dirais, de santé publique du milieu de travail. Et on a des experts en santé au travail qui regardent à la fois ce qu'on appelle l'ingénierie, l'organisation du travail comme mesure de protection pour les personnes. Donc les entreprises qui auront démontré qu'ils se sont réorganisées, permettre le fonctionnement, mais qu'on protège en même temps leurs employés par un moins grand nombre sur place, par exemple, par des processus de travail qui sont revus, par des chaînes qui peuvent être opérées différemment, par du télétravail, bien on va pouvoir les remettre en fonction. Et d'ailleurs, cette pause, qui est le terme qu'on a employé au Québec, que le premier ministre a décidé de prendre, c'est une pause non pour s'arrêter et se reposer, mais c'est une pause, oui, pour certains, mais surtout une pause pour repenser comment on travaille comme tel. Et je suis convaincu que dans cette adversité que nous vivons tous, nous allons transformer la façon dont on travaille de plus en plus pour permettre même à la fois, dans quelques années, d'obtenir une meilleure conciliation travail-famille, etc., parce que ça fait partie d'une pensée. Ça nous force à vraiment repenser comment on travaille dans les différents milieux. OK. Question pour Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, messieurs.
Je comprends, là, vous avez dit d'entrée de jeu, M. Legault, qu'on était l'endroit où on teste le plus au monde. Là, on parle de 58 000 tests jusqu'à maintenant. Mais quand on regarde les statistiques avec les 342 de plus qu'on a, on est rendu maintenant à 5 000... En fait, au Canada, là, il y a 5 997 personnes qui sont infectées. Et nous, on a la moitié de ces infections-là. Donc, on est tristement les champions du coronavirus en ce moment, là, si on se fie aux chiffres que vous nous donnez. Alors, vous nous avez donné une explication, une base d'explication cette semaine. Est-ce que cette base d'explication-là tient toujours? Pourquoi est-ce que le Québec est aussi touché par le coronavirus? Est-ce que l'explication que vous avez donnée cette semaine tient toujours ou s'il y a d'autres explications maintenant? Écoutez, je l'ai dit, là, c'est rarement dans un phénomène comme tel une seule cause. On revient sur une période antérieure où il y avait des voyages. OK? Puis là, vous allez peut-être me dire, bien, on voyage autant à Toronto, il y a autant de personnes qui viennent. Ça dépend où sont allés, quel est le profil des voyageurs, comment, au retour, les gens se sont comportés pour être capables de contenir la situation. Puis là, je tiens à vous le dire, là, puis j'ai demandé à mes experts, il est trop tôt. Je sais que c'est agréable. Puis nous, on aimerait ça. On est les premiers à vouloir comprendre, mais ce que fait l'Ontario en termes de tests, sa stratégie de tests, nous, là, on a beaucoup de gens qui sont testés, qui ont entre 20 et 69 ans. Là, 2 tiers des gens testés entre 20 et 69 ans, c'est des gens qui ont probablement peu de symptômes, etc. Puis je ne sais pas quelle est la stratégie de test qu'a employée l'Ontario. La Colombie-Britannique est antérieure à nous. Il y a des phénomènes qu'il faut être capable d'analyser. Et ce n'est, je vous dis là, il y a peut-être des gens qui vont vouloir faire des comparaisons, faire des calculs puis des taux. Moi, je ne suis pas en mesure de vous donner une information qui permet de comparer de façon importante. C'est sûr que la question de l'évolution de la pandémie, comment ça s'est présenté au Québec par rapport à ailleurs, il y a comment est-ce qu'on teste nos hospitalisations et nos décès, il y a la façon dont on utilise les diagnostics, il y a la façon dont on a mis les mesures en place. Donc, tout ça doit être analysé, puis ce n'est malheureusement, c'est plate, là, que dans quelques temps qu'on va être capable de vérifier. Parce que même entre ce que vous pouvez regarder, ce qui est inscrit dans le site Web du gouvernement comme étant l'ordonnance, ce qui est pratiqué sur le terrain peut être différent. Fait que, moi, ce qui m'importe, si vous me permettez, là, je vais vous dire comment je vois ça, là. C'est vrai qu'on va voir se comparer avec les autres, c'est clair. Puis je peux vous dire qu'il y a des comparaisons, il va y en avoir des articles publiés pendant 5-6 ans à partir de maintenant. Ce qui m'importe, c'est qu'actuellement, la situation, elle est sérieuse. Hein? On a des morts, on en a 22. On en a chez des gens qui sont âgés, dans les milieux qu'on avait prévus. Mais comme attendu, elle est sous contrôle. Et si vous me permettez, sur la base, puis là, je ne veux pas rentrer dans des scénarios parce qu'il y en a des centaines avec des modèles différents, sur la base de ce qu'on a projeté, notre accélération actuellement est en deçà de ce qu'on avait projeté comme étant un scénario chez nous. On est en deçà. On n'est pas encore aplati, puis je veux juste vous savoir une chose. Plus on est en deçà, plus l'aplatissement va venir tard, mais il va être qu'il va faire que notre système de santé va pouvoir fonctionner. Au jour le jour, on regarde. Et la situation, et si vous faites des courbes pour Montréal, des courbes pour l'Estrie, des courbes pour Laval, pour la Côte-Nord, vous n'aurez pas la même courbe. Et c'est pour ça que maintenant, on a une approche qui est localisée, régionalisée. On fait le constat central. Nous prenons les décisions pour protéger les régions peu atteintes. Puis Montréal, l'Estrie et les 8 régions qui ont plus de cas vont agir localement. Il ne faut pas lâcher. On n'est pas en train de dire, là, on arrête d'investiguer des cas et des contacts. Il y a encore des éclosions à contenir dans les RPA. Il y a encore des quartiers qu'il faut falloir peut-être contrôler les déplacements. Il faut éviter que Montréal aille dans les Laurentides et installe un foyer au nord, ce qui n'est pas nécessaire. Il y a la banlieue autour de Montréal, les régions. Il y a des régions comme la Montérégie qui sont très, très grandes. Tout ça est analysé au jour le jour et on a des conférences avec nos directeurs de santé publique quotidiennes. Il ne faut pas que vous pensiez que seulement les points de presse qui ont lieu, là. Tous les jours, on regarde les données. Tous les jours, on s'assoit. Puis tous les jours, on allume des mesures en fonction du portrait et du diagnostic qu'on fait dans la population. Je vais juste vous donner un exemple. Bien sûr. Ancien président d'Air Transat. Quand on regarde les vols sur l'Europe, je me rappelle beaucoup, là, évidemment, entre le Québec puis la France, il y a beaucoup de vols. Parce que, bon, on a des racines et les gens vont visiter la France. Dans le reste du Canada, c'est surtout avec le Royaume-Uni. Allez voir les chiffres entre la France et le Royaume-Uni. C'est surprenant de voir qu'il y en a beaucoup plus, toute proportion gardée, en France qu'au Royaume-Uni. Mais il y a une question aussi d'évolution. Le Royaume-Uni est rendu moins avancé que la France, mais
je dis pas que c'est l'explication, mais comme dit le docteur Arruda, il y a beaucoup d'explications. Le fait que notre congé scolaire n'était pas au même moment que l'Ontario, ça ne nous a pas aidés non plus, parce qu'il y avait plus de gens qui ont voyagé pendant le congé scolaire au pire moment, alors que l'Ontario s'en est sauvé parce que leur congé scolaire arrivait après qu'on a pas mal interdit les voyages internationaux. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et inquiétez-vous pas, moi aussi, là, c'est quelque chose, j'analyse, puis je regarde, puis je pose des questions. Dr. Arruda, je suis certain qu'il me trouve achalant le matin avec toutes mes questions, mais on essaie de répondre à ces questions-là. Mais pour l'instant, c'est difficile d'avoir le détail là, de l'explication. Monsieur le Premier ministre, achalant, mais bien fin. Comme deuxième question, M. Legault, vous êtes allé prendre une marche hier. On vous a vu avec votre épouse. Vous avez respecté le 2 mètres de distance. Là, c'était parfait. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait également. Il faisait très beau autant à Montréal qu'à Québec. Et qui s'assoient sur le mobilier urbain, par exemple, qui prennent des pauses, etc. Est-ce qu'on doit nettoyer le mobilier urbain éventuellement? Est-ce qu'il y a un risque à, justement, s'asseoir sur le mobilier urbain, à utiliser les équipements qui sont mis à la disposition des gens par la Ville? Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça ne crée pas de problème, en autant que vous lavez les mains. Vous ne touchez pas à votre figure, là. Donc, ça, c'est important. Donc, lavez-vous les mains, changez-vous, puis lavez-vous les mains. Je pense que c'est ça qui est important. Bon, je peux imaginer aussi, je me suis promené un peu sur les trottoirs, puis sur les plaines. C'est sûr que sur les plaines, c'est plus large, plus facile de garder le 2 mètres. Parfois, sur le trottoir, quand un couple rencontre un autre couple, c'est plus difficile. Donc, mais on prend le temps. C'est en file indienne, puis on prend le temps. Pas rien de pressé, mais le mobilier, je pense pas que vous avez c'est tout à fait raison. problème. Il faut premièrement comprendre qu'on dit aux gens qui ont des symptômes de ne pas sortir. Fait que quelqu'un qui a le gros rhume, là, qui se mettrait à éternuer sur un banc public, là, ben, je pense que c'est on lui demande d'avoir une étiquette respiratoire pour ne pas le faire. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le liche pas. On s'assoit avec nos fesses, puis on essaie de garder nos mains là, sans nécessairement toucher. Fait que là, le pantalon, mettons qu'il y a des sécrétions qui se sont mis là, on va le changer, on va se laver. Je ne sais pas si vous comprenez, il faut vraiment savoir là, que c'est les mains, c'est les zones high touch. Si je vais prendre le métro, puis que les gens n'ont pas trop de symptômes, puis qu'on a une certaine... Puis des fois, il n'y a pas de distanciation possible, mais que je touche tu sais, ça se peut qu'il désinfecte, là, mais que la dernière personne qui a touché, elle est contagieuse. Fait que moi, je me lave les mains. C'est vraiment ça, comme tel. C'est pas non plus un virus qui va vous sauter dessus, qui va partir de la sécrétion qui est là, puis vous rentrez dans la face si vous touchez pas. Si vous touchez au banc, puis que vous mettez ça dans la figure, vous comprenez? C'est pour ça que, quelque part, les objets, oui, dans les maisons, si quelqu'un est malade, les salles de bain, on essaie de contrôler ça, mais c'est un peu cette logique-là là, que je voulais vous exprimer par l'illustration que je vous donne.